La barque que le marchand Érastos d'Éphèse me prêtait pour naviguer dans l'archipel mouilla dans la baie de Phalère. Je m'installai à Athènes comme un homme rentre au foyer. J'osais toucher à cette beauté, essayer de faire de cette ville admirable une ville parfaite. Athènes, pour la première fois, se repeuplait, se remettait à croître après une longue période de déclin. J'en doublais l'étendue. Je prévis le long de l'Ilissus une Athènes nouvelle, la ville d'Adrien à côté de celle de Thésée. Tout était à régler, à construire. 6 siècles plus tôt, le grand temple consacré aux Zeus olympiens avait été abandonné aussitôt entrepris. Mes ouvriers se mirent à l'œuvre. Athènes connut de nouveau une activité joyeuse qu'elle n'avait pas goûtée depuis Périclès. J'achevai ce qu'un Séleucide avait vainement tenté de terminer. Je réparai sur place les rapines de notre Scylla. L'inspection des travaux nécessita des allées et venues quotidiennes dans un dédale de machines, de poulies savantes, de fûts à demi dressés et de blocs blancs négligemment empilés sous un ciel bleu. J'y retrouvai quelque chose de l'excitation des chantiers de construction navale, un bâtiment renfloué, appareillé pour l'avenir. Le soir, l'architecture cédait la place à la musique, cette construction invisible. J'ai plus ou moins pratiqué tous les arts, mais celui des sons est le seul où je me suis constamment exercée et où je me reconnais une certaine excellence. À Rome, je dissimulais ce goût. Je pouvais avec discrétion m'y livrer à Athènes. Les musiciens se rassemblaient dans la cour plantée d'un cyprès, au pied d'une statue d'Hermès. 6 ou 7 seulement, un orchestre de flûtes et de lyres, auquel s'adjoignait parfois un virtuose armé d'une cithare. Je tenais le plus souvent la grande flûte traversière. Nous jouions des airs anciens, presque oubliés, et aussi des mélodies nouvelles composées pour moi. J'aimais l'austérité virile des airs doriens, mais je ne détestais pas les mélodies voluptueuses ou passionnées, les brisures pathétiques ou savantes que les gens graves, dont la vertu consiste à tout craindre, rejettent comme bouleversantes pour les sens ou le cœur. J'apercevais entre les cordes le profil de mon jeune compagnon, sagement occupé à tenir sa partie dans l'ensemble et ses doigts bougeant avec soin le long des fils tendus. Ce bel hiver fut riche en fréquentations amicales. L'opulent Atticus, dont la banque finançait mes travaux édilitaires, non sans d'ailleurs en tirer profit, m'invita dans ses jardins de Képhysia où il vivait entouré d'une cour d'improvisateurs et d'écrivains en vogue. Son fils, le jeune Hérode, était un causeur à la fois entraînant et subtil. Il devint le commensal indispensable de mes soupers d'Athènes. Il avait fort perdu cette timidité qui l'avait fait rester court en ma présence, à l'époque où l'éphébie athénienne me l'avait envoyé sur les frontières sarmates pour me féliciter de mon avènement. Mais sa vanité croissante me semblait tout au plus un doux ridicule. Le rhéteur Polémon, le grand homme de Laodicée qui rivalisait avec Hérode d'éloquence et surtout de richesse, m'enchanta par son style asiatique, ample et miroitant comme les flots d'un pactole. Cet habile assembleur de mots vivait comme il parlait, avec faste. Mais la rencontre la plus précieuse de toutes fut celle d'Arrien de Nicomédie, mon meilleur ami. Plus jeune que moi d'environ 12 ans, il avait déjà commencé cette belle carrière politique et militaire dans laquelle il continue de s'honorer et de servir. Son expérience des grandes affaires, sa connaissance des chevaux, des chiens, de tous les exercices du corps, le mettait infiniment au-dessus des simples faiseurs de phrases. Dans sa jeunesse, il avait été la proie d'une de ces étranges passions de l'esprit, sans laquelle il n'est peut-être pas de vraie sagesse ni de vraie grandeur. 2 ans de sa vie s'étaient écoulés à Nicopolis en Épire, dans la petite chambre froide et nue où agonisait Épictète. Il s'était donné pour tâche de recueillir et de transcrire, mot pour mot, les derniers propos du vieux philosophe malade. Cette période d'enthousiasme l'avait marqué. Il en gardait d'admirables disciplines morales, une espèce de candeur grave. Il pratiquait en secret des austérités dont ne se doutait personne. Mais le long apprentissage du devoir stoïque ne l'avait pas raidi dans une attitude de faux sage. Il était trop fin pour ne pas s'être aperçu qu'il en est des extrémités de la vertu comme de celles de l'amour, que leur mérite tient précisément à leur rareté, à leur caractère de chef-d'œuvre, unique, de bel excès. L'intelligence sereine, l'honnêteté parfaite de Xénophon lui servaient désormais de modèle. Il écrivait l'histoire de son pays, la Bithynie. J'avais placé cette province, longtemps fort mal administrée par des proconsuls, sous ma juridiction personnelle. Il me conseilla dans mes plans de réforme. Ce lecteur assidu des dialogues socratiques n'ignorait rien des réserves d'héroïsme, de dévouement et parfois de sagesse dont la Grèce a su ennoblir la passion pour l'ami.
Il traitait mon jeune favori avec une déférence tendre. Les deux Bithyniens parlaient ce doux dialecte de l'Ionie, aux désinences presque homériques que j'ai plus tard décidé Arien à employer dans ses œuvres. Athènes avait à cette époque son philosophe de la vie frugale. Des monax menaient dans une cabane du village de Colonne une existence exemplaire et gaie. Ce n'était pas Socrate, il n'en avait ni la subtilité ni l'ardeur, mais j'aimais sa bonhomie moqueuse. L'acteur comique Aristomène, qui interprétait avec verve la vieille comédiatique, fut un autre de ses amis au cœur simple. Je l'appelais ma perdrix grecque. Court, gras, joyeux comme un enfant ou comme un oiseau, il était plus renseigné que personne sur les rites, la poésie, les recettes de cuisine d'autrefois. Il m'amusa et m'instruisit longtemps. Antinous s'attacha vers ce temps-là le philosophe Chabrias, platonicien frotté d'orphisme, le plus innocent des hommes, qui voit à l'enfant une fidélité de chien de garde plus tard reportée sur moi. 11 ans de vie de cour ne l'ont pas changé. C'est toujours le même être candide, dévot, chastement occupé de songes, aveugle aux intrigues et sourd aux rumeurs. Il m'ennuie parfois, mais je ne m'en séparerai qu'à ma mort. Mes rapports avec le philosophe stoïque Euphrátès furent de durée plus brève. Il s'était retiré à Athènes après d'éclatants succès à Rome. Je le pris comme lecteur, mais les souffrances que lui causait de longue date un abcès au foie et l'affaiblissement qui en résultait le persuadèrent que sa vie ne lui offrait plus rien qui valût la peine de vivre. Il me demanda la permission de quitter mon service par le suicide. Je n'ai jamais été l'ennemi de la sortie volontaire. J'y avais pensé comme à une fin possible au moment de la crise qui précéda la mort de Trajan. Ce problème du suicide, qui m'a obsédé depuis, me semblait alors de solution facile. Euphrátès eut l'autorisation qu'il réclamait. Je la lui fis porter par mon jeune Bithynien, peut-être parce qu'il m'aurait plu à moi-même de recevoir des mains d'un tel messager cette réponse finale. Le philosophe se présenta au palais le soir même pour une causerie qui ne différait en rien des précédentes. Il se tua le lendemain. Nous reparlâmes plusieurs fois de cet incident. L'enfant en demeura assombri durant quelques jours. Ce bel être sensuel regardait la mort avec horreur. Je ne m'apercevais pas qu'il y pensait déjà beaucoup. Pour moi, je comprenais mal qu'on quittât volontairement un monde qui me paraissait beau, qu'on n'épuisa pas jusqu'au bout, en dépit de tous les maux, la dernière possibilité de pensée, de contact et même de regard. J'ai bien changé depuis. Les dates se mélangent, ma mémoire se compose d'une seule fresque où s'entassent les incidents et les voyages de plusieurs saisons. La barque luxueusement aménagée du marchand Érastos d'Éphèse tourna sa proue vers l'Orient, puis vers le Sud, enfin vers cette Italie qui devenait pour moi l'Occident. Rhodes fut touchée 2 fois. Délos, aveuglante de blancheur, fut visitée d'abord par un matin d'avril et plus tard sous la pleine lune du solstice. Le mauvais temps sur la côte d'Épire me permit de prolonger une visite à Dodone. En Sicile, nous nous attardâmes quelques jours à Syracuse pour explorer les mystères des sources. Aréthuse, Cyanée, belle nymphe bleue. Je donnai une pensée à Licinus Sura, qui avait jadis consacré ses loisirs d'homme d'État à étudier les merveilles des eaux. J'avais entendu parler des irisations surprenantes de l'aurore sur la mer d'Ionie contemplée du haut de l'Etna. Je décidai d'entreprendre l'ascension de la montagne. Nous passâmes de la région des vignes à celle de la lave, puis de la neige. L'enfant aux jambes dansantes courait sur ces pentes difficiles. Les savants qui m'accompagnaient montèrent à dos de mule. Un abri avait été construit au faîte pour nous permettre d'y attendre l'aube. Elle vint. Une immense écharpe d'iris se déploya d'un horizon à l'autre. D'étranges feux brillèrent sur les glaces du sommet. L'espace terrestre et marin s'ouvrit au regard jusqu'à l'Afrique visible et la Grèce devinée. Ce fut l'une des cimes de ma vie. Rien n'y manqua, ni la frange dorée d'un nuage, ni les aigles, ni les chansons d'immortalité. Saison halcyonienne, solstice de mes jours. Loin de surfaire mon bonheur à distance, je dois lutter pour n'en pas affadir l'image. Son souvenir même est maintenant trop fort pour moi. Plus sincère que la plupart des hommes, j'avoue sans embâche les causes secrètes de cette félicité. Ce calme si propice aux travaux et aux disciplines de l'esprit me semble l'un des plus beaux effets de l'amour. Et je m'étonne que ces joies si précaires, si rarement parfaites au cours d'une vie humaine, sous quelque aspect d'ailleurs que nous les ayons cherchées ou reçues, soient considérées avec tant de méfiance par de prétendus sages qu'ils en redoutent l'accoutumance et l'excès au lieu d'en redouter le manque et la perte, qu'ils passent à tyranniser leur sens un temps mieux employé à régler ou à embellir leur âme. À cette époque, je m'étais à affermir mon bonheur, à le goûter,
à le juger aussi, cette attention constante que j'avais toujours donnée aux moindres détails de mes actes. Et qu'est la volupté elle-même, sinon un moment d'attention passionnée du corps? Tout bonheur est un chef-d'œuvre. La moindre erreur le fausse, la moindre hésitation l'altère, la moindre lourdeur le départ, la moindre sottise l'abétit. Le mien n'est responsable en rien de celle de mes imprudences qui plus tard l'ont brisé. Tant que j'ai agi dans son sens, j'ai été sage. Je crois encore qu'il eût été possible à un homme plus sage que moi d'être heureux jusqu'à sa mort. C'est quelque temps plus tard, en Phrygie, sur les confins où la Grèce et l'Asie se mélangent, que j'eus de ce bonheur l'image la plus complète et la plus lucide. Nous campions dans un lieu désert et sauvage, sur l'emplacement de la tombe d'Alcibiade, qui mourut là-bas victime des machinations des satrapes. J'avais fait placer sur ce tombeau négligé depuis des siècles une statue en marbre de Paros, l'effigie de cet homme qui est l'un de ceux que la Grèce a le plus aimé. J'avais aussi donné l'ordre qu'on y célébrât chaque année certains rites commémoratifs. Les habitants du village voisin s'étaient joints aux gens de mon escorte pour la première de ces cérémonies. Un jeune taureau fut sacrifié. Une partie de la chair fut prélevée pour le festin du soir. Il y eut une course de chevaux improvisée dans la plaine, des danses auxquelles le Bithynien prit part avec une grâce fougueuse. Un peu plus tard, au bord du dernier feu, rejetant en arrière sa belle gorge robuste, il chanta. J'aime à m'étendre auprès des morts pour prendre ma mesure. Ce soir-là, je comparais ma vie à celle du grand jouisseur vieillissant qui tomba percé de flèches à cette place, défendu par un jeune ami et pleuré par une courtisane d'Athènes. Ma jeunesse n'avait pas prétendu au prestige de celle d'Alcibiade. Ma diversité égalait ou surpassait la sienne. J'avais joui tout autant, réfléchi davantage, travaillé beaucoup plus. J'avais comme lui l'étrange bonheur d'être aimé. Alcibiade a tout séduit, même l'histoire, et cependant il laisse derrière lui les monceaux de morts athéniens abandonnés dans les carrières de Syracuse, une patrie chancelante, les dieux des carrefours sottement mutilés par ses mains. J'avais gouverné un monde infiniment plus vaste que celui où l'Athénien avait vécu. J'y avais maintenu la paix. Je l'avais gréé comme un beau navire appareillé pour un voyage qui durerait des siècles. J'avais lutté de mon mieux pour favoriser le sens du divin dans l'homme, sans pour autant y sacrifier l'humain. Mon bonheur m'était un paiement.